Il existe des mystères que ni le temps, ni la science n'ont su résoudre. Des disparitions sans bruit, un navire retrouvé vide, figé dans l'incompréhension. Et parmi eux, un nom continue de traverser les siècles, celui du Mari céleste. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Le 5 novembre 1872, un vent glacial balayait le port d'East River à New York. Sous un ciel bas, les mâts des navires oscillaient lentement dans la brume, leur cordage grinçant sous la morsure du sel. L'air portait une odeur d'algues, de bois humide et de fer, typique des quais d'hiver. Un bateau d'une trentaine de mètres, un brigantin nommé le Mari céleste, se préparait à quitter la côte américaine. Sa coque, récemment repeinte d'un noir lisse, reflétait faiblement la lumière grise du matin. Le capitaine Benjamin Briggs observait chaque manœuvre depuis le quai, attentif aux moindres détails. Il connaissait ce navire mieux que quiconque. Le Mari céleste était solide, bien entretenu, rapide. Un bâtiment fiable qu'il avait appris à respecter. Dans ses cales, plus de 1700 barils d'alcool industriel étaient soigneusement arrimés. La cargaison, destinée au port de Gênes en Italie, présentait un risque bien connu des marins. Les vapeurs d'alcool pouvaient s'accumuler dans l'air confiné des cales et rendre l'atmosphère suffocante. Le capitaine le savait et il avait donné des consignes strictes pour éviter tout incident pendant la traversée. Benjamin Briggs avait 37 ans, marin expérimenté, réputé pour sa rigueur et sa foi tranquille. Il n'en était pas à sa première traversée, mais celle-ci avait un goût particulier. Il emmenait avec lui sa femme, Sarah, et leur petite fille Sophia, âgée de 2 ans. Sarah avait déjà accompagné son mari sur de courts trajets, mais jamais sur l'Atlantique. Briggs voulait qu'elle découvre sa vie en mer, qu'elle partage enfin son quotidien, loin des mois d'absence et de solitude. Le couple voyait dans ce voyage une transition. Après la livraison, il comptait s'installer quelque temps en Europe. Sur le pont, les 7 membres d'équipage terminaient les préparatifs. Le premier officier, Albert Richardson, marin discipliné au regard sombre, vérifiait les cordages. À ses côtés, le second officier, Andrew Gilling, réglait les instruments de navigation. Les matelots, des hommes solides, habitués aux traversées longues, chargeaient les dernières caisses. Aucun ne semblait nerveux. Le Mari céleste était connu pour sa stabilité et sa vitesse. Peu avant 8 heures, les amarres furent larguées. Le bruit des chaînes résonna sur le quai, couvert par le cri des mouettes. Le navire s'éloigna lentement du port, glissant dans la brume. Sur la jetée, quelques dockers levèrent la main en signe d'adieu. Sarah Briggs tenait sa fille contre elle, bien emmitouflée dans un châle. L'enfant riait en regardant les voiles se gonfler. Le capitaine, lui, restait immobile, les yeux fixés vers l'horizon.
Il savait qu'il ne reverrait pas la côte avant plusieurs semaines. Peu à peu, New York disparut derrière eux. On n'entendait plus les cloches du port. La brume avalait tout. Le Marie Céleste prit sa route vers l'est, glissant sur l'eau lourde de novembre. Personne sur le quai ne se doutait que ces 10 âmes, parties ce matin-là, allaient bientôt devenir l'un des plus grands mystères de la mer. Le Marie Céleste avait quitté la terre depuis plusieurs jours déjà. Le large s'étendait tout autour, uniforme, sans rivage à l'horizon. Le vent portait le navire à un rythme régulier, presque apaisant. Sur le pont, les hommes s'activaient dès l'aube, selon une routine précise que le capitaine Briggs avait établie dès le départ. Chaque matin, le premier officier inspectait les voiles, les cordages et les barils stockés dans la cale. Le bruit des sabots de bois résonnait sur les planches humides, mêlé aux cris des goélands qui suivaient encore le navire. Le cuisinier, Edward Head, préparait un café épais dans la petite cuisine étroite du navire, pendant que 2 marins rinçaient le pont à grandes giclées d'eau salée. La vie à bord suivait une organisation stricte. Les hommes se relayaient jour et nuit, chacun prenant son quart à tour de rôle. Les repas étaient pris en silence, entre 2 rafales de vent. Le capitaine descendait régulièrement dans sa cabine pour vérifier les cartes et tenir le journal de bord. Tout était noté: la vitesse du vent, la direction, l'état de la mer. Sarah, elle, restait souvent sur le pont arrière, une couverture sur les épaules. Elle observait l'océan, sa fille endormie dans ses bras. Parfois, elle aidait à de petites tâches, ranger des effets, plier du linge, préparer un repas pour son mari. Les hommes la respectaient, sans jamais hausser la voix en sa présence. Sa douceur contrastait avec la rudesse du bateau, et la fillette apportait un peu de vie dans cet environnement de sel et de vent. À midi, le soleil montait haut dans un ciel d'un bleu pâle. L'équipage profitait de ce répit pour faire sécher les vêtements et vérifier les instruments. Le calme semblait total, presque monotone. Le capitaine observait la mer avec attention. Aucune voile à l'horizon, aucun signe de tempête. Le soir, la lumière se faisait plus dorée. Le Marie Céleste avançait doucement, son sillage traçant une ligne blanche sur l'eau sombre. Les hommes achevaient leurs tâches, la mer se calmait et la nuit tombait sur un navire en ordre parfait. Dans la cabine du capitaine, Sarah bordait leur fille pendant qu'il écrivait les dernières lignes du journal de bord. Le roulis du navire faisait grincer le bois à intervalles réguliers. C'était une journée classique de navigation parmi tant d'autres. Rien ne laissait présager que cette traversée, si paisible en apparence, resterait gravée dans l'histoire. Quelques semaines plus tard, le 4 décembre 1872, au large des Açores,
La mer roulait lentement sous un ciel bas. Le brigantin, Dei Gracia, commandé par le capitaine David Morehouse, avançait péniblement dans les vagues. Le vent s'était levé depuis l'aube et les voiles grinçaient sous la tension. À la barre, le second officier guettait la ligne d'horizon quand il aperçut une voile blanche à moitié affaissée qui se découpait dans la brume. Le capitaine sortit sa longue vue. Le navire paraissait étrangement désordonné. Les voiles battaient sans régularité, la coque penchait légèrement sur bâbord. Aucun pavillon ne flottait en haut du mât. Morehouse fronça les sourcils. À cette distance, il était difficile de distinguer le nom inscrit sur la proue. Pourtant, quelque chose dans cette silhouette lui était familier. Le Dei Gracia réduisit sa vitesse. À mesure qu'ils approchaient, les marins sentirent une gêne grandir. Pas un mouvement sur le port, pas une voix, pas même un signe de vie. Seuls les craquements du bois et le claquement des voiles se mêlaient au vent. Quand la distance fut assez courte, Morehouse lut enfin le nom peint sur la peau, Marie Céleste. Une stupeur silencieuse gagna l'équipage. Le navire aurait dû être déjà arrivé en Méditerranée. Il n'y avait aucune raison qu'il se trouve là, à la dérive, sans pavillon ni équipage. Le capitaine ordonna à 3 hommes d'approcher à bord d'une chaloupe. Les marins ramèrent lentement jusqu'à la coque du Marie Céleste, accrochèrent un grappin et montèrent à bord. Le bois était glacial, glissant, couvert de sel. Le pont semblait désert, mais des traces récentes de pas marquaient encore l'humidité. Les voiles étaient partiellement arrachées, les cordages lâches, comme si tout s'était arrêté brusquement. L'un des hommes descendit dans la cabine principale. L'air y était lourd, froid, et une odeur d'alcool flottait dans le silence. Les cales furent ouvertes. Les barils d'alcool étaient là, intacts. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang. Dans la cabine du capitaine, le lit était défait, mais les vêtements soigneusement rangés. Sur la table, un repas à moitié entamé, de la vaisselle encore en place, un instrument de navigation abandonné. Le journal de bord s'arrêtait au 25 novembre, 8 jours plus tôt. Les hommes appelèrent, mais seul le vent leur répondit. Dans un coin, la robe d'enfant de Sophia était pliée sur une malle. Le jouet en bois qu'elle emportait partout gisait au sol, couvert de poussière. L'équipage du Dei Gracia comprit qu'il ne restait plus âme qui vive. Le Marie Céleste dérivait depuis des jours, vide, sans dommage visible. Les vivres étaient encore abondants, les barils pleins, la coque intacte. Mais aucune chaloupe ne se trouvait à bord. La petite embarcation avait disparu. Le capitaine Morehouse
donna alors l'ordre de remorquer le navire jusqu'à Gibraltar. Lorsque les deux bateaux reprirent la route, la mer se fit plus agitée, comme si le vent lui-même refusait de pousser ce fantôme vers la terre. Le Dei Gracia mit plusieurs jours à atteindre Gibraltar, remorquant lentement le Marie Céleste derrière lui. Les deux navires progressaient à une allure réduite. Le vent soufflait fort, la mer était lourde et le bateau semblait résister à chaque vague comme s'il refusait d'avancer. Les cordages grinçaient sans cesse, tirés au maximum. Parfois, au milieu de la nuit, les marins du Dei Gracia disaient entendre des bruits sur le pont du navire vide. Un craquement isolé, un coup sourd ou le battement d'une voile pourtant enroulée. Lorsqu'ils atteignirent enfin le port de Gibraltar, le 12 décembre 1872, la nouvelle s'était déjà répandue. Un navire fantôme, retrouvé intact, sans équipage, remorqué depuis les Açores. Les curieux se pressaient sur les quais, cherchant à entrevoir le bâtiment à l'origine du mystère. Le Marie Céleste, amarré à l'écart, paraissait paisible sous la lumière terne du matin. Les autorités maritimes britanniques ouvrirent aussitôt une enquête officielle. Le capitaine Morehouse ainsi que plusieurs de ses hommes furent longuement interrogés. Leur récit resta le même. Ils avaient trouvé le navire en bon état, avec la cargaison presque intacte, et les vivres suffisants pour plusieurs semaines de mer, et avec cela, aucun signe de lutte. Le tribunal maritime, dirigé par Frédéric Soliflud, examina le dossier avec une méfiance évidente. Un navire retrouvé vide, une cargaison de valeur, des témoins trop cohérents. Cela sentait la fraude ou la mutinerie. Les cales furent inspectées minutieusement. Sur les 1701 barils d'alcool, 9 étaient presque vides. Mais ils ne s'étaient pas ouverts par vol ou par fuite. Le bois utilisé pour ces barils-là, du chêne rouge au lieu de chêne blanc, était plus poreux, laissant s'échapper lentement les vapeurs d'alcool au fil des jours, jusqu'à les assécher de l'intérieur. Les enquêteurs comprirent que, dans la chaleur confinée des cales, ces émanations avaient pu devenir étouffantes. Peut-être l'équipage avait-il cru sentir une explosion imminente et quitté précipitamment le navire. En plus, la petite chaloupe qui servait à rejoindre la terre ou à évacuer le navire avait disparu. Les attaches sur le pont montraient qu'elle avait été détachée volontairement, pas arrachée par la tempête. Mais cette explication ne tenait pas tout à fait. Pourquoi n'étaient-ils pas revenus une fois le danger écarté? Pourquoi laisser derrière eux leurs affaires, leurs repas, leurs journaux? D'ailleurs, le journal de bord fut analysé à son tour. La dernière note datait du 25 novembre, 8 jours avant la découverte du navire. Elle mentionnait une mer calme,
une route stable et la position du Marie Céleste à environ 700 km au large des Açores. Rien d'anormal, pas de mots sur une fuite, une tempête ou un incident. Les autorités de Gibraltar, fascinées mais embarrassées, multiplièrent les hypothèses. Une mutinerie, un piratage, une folie collective provoquée par les vapeurs d'alcool, ou même une illusion d'optique ayant poussé le capitaine à croire que le navire coulait. Mais aucune de ces pistes ne pouvait être confirmée. Le Marie Céleste était trop intact, trop propre, trop silencieux. Et puis, de toute façon, l'enquête ouverte à Gibraltar n'avait pas pour but de retrouver les disparus, mais de comprendre ce qu'il s'était réellement passé. C'était une enquête maritime destinée à vérifier deux choses. D'abord, si le Dei Gracia avait bien le droit d'être récompensé pour avoir ramené le navire. Et ensuite, si le Marie Céleste n'avait pas été abandonné volontairement par son équipage pour toucher l'assurance. Après plusieurs semaines d'examen, le tribunal ne trouva aucune preuve de mutinerie, de crime ou de fraude. Le navire était en bon état, la cargaison presque intacte, et rien ne prouvait qu'un acte illégal ait été commis. L'affaire fut donc classée et l'équipage du Marie Céleste fut déclaré perdu en mer. Le 25 février, la cour vice-amirale relâcha le Marie Céleste et il fut restitué à ses propriétaires new-yorkais. Un groupe d'armateurs dirigé par James Winchester, dont le capitaine Briggs possédait lui-même une part. Et la cargaison fut vendue à bon prix. À la fin de l'enquête, le capitaine Morehouse fut donc blanchi de tout soupçon. Et le 8 avril, le tribunal attribua le sauvetage au Dei Gracia pour une somme étonnamment basse qui trahissait la méfiance du moment malgré tout. Mais à Gibraltar, les marins qui avaient participé au remorquage disaient à voix basse qu'ils ne dormaient plus depuis leur retour. Certains juraient que, la nuit, dans le port, ils entendaient le bruit d'une chaloupe qu'on tirait sur les flots. D'autres disaient avoir vu sur le pont du Marie Céleste une silhouette qui observait la mer sans bouger. Alors, lorsque le Dei Gracia se prépara au départ après la fin de l'enquête, aucun des hommes ne voulut reprendre la mer. Ils avaient ramené le navire, vide et silencieux, et étaient maintenant hantés par cette vision. Et c'est ainsi que, des ports de l'Atlantique aux journaux de Londres, les théories se multiplièrent. Le mystère du Marie Céleste se répandit dans tous les ports de l'Atlantique, à Gibraltar, à Londres, à Boston. Les marins en parlaient comme d'un avertissement. Un navire parti sans tempête, sans combat, sans naufrage, et retrouvé vide. Chacun avait sa version, chacun son explication. La première hypothèse,
La plus rationnelle fut celle évoquée pendant l'enquête, d'une évacuation précipitée à cause des vapeurs d'alcool anormalement fortes. Le capitaine, alors craignant une explosion, aurait ordonné à son équipage de monter dans la chaloupe pour s'éloigner du navire, pensant qu'il pourrait y revenir plus tard. Mais une bourrasque, un courant trop fort ou une erreur de manœuvre aurait pu emporter la petite embarcation. C'était plausible, et pourtant, personne n'avait retrouvé la chaloupe. D'autres parlèrent d'une mutinerie. Peut-être qu'un marin s'était rebellé, que le capitaine avait été tué et que les survivants avaient fui. Mais aucun signe de lutte, pas la moindre tache de sang, pas un seul meuble renversé. Tout semblait trop propre. Et puis, pourquoi abandonner un navire intact, une cargaison de valeur et des vivres pour des mois? Certains avancèrent l'idée d'un piratage discret mené par un autre bâtiment, mais les pirates, eux, ne laissent jamais un navire chargé d'alcool sans s'en emparer. Les journaux, frustrés par l'absence de réponse, commencèrent alors à publier des versions de plus en plus sensationnelles. Fantômes, malédictions, disparitions soudaines. Un autre courant de rumeurs évoqua la folie collective. Les vapeurs d'alcool, confinées dans la cale, auraient pu troubler les esprits, provoquer des hallucinations, une panique irrationnelle. Le capitaine aurait cru voir la mer s'embraser ou la coque se fissurer, et tous auraient quitté le navire dans un délire partagé. Mais rien, ni dans le journal de bord, ni dans les témoignages, ne laissait entrevoir la moindre confusion mentale. Et puis, il y eut les histoires que les marins ne racontaient qu'à voix basse. Certains prétendaient que le Marie Céleste avait croisé une lourde brume étrange, un nuage dense, phosphorescent, qui l'aurait enveloppé tout entier. D'autres juraient une mer de lumière surnaturelle l'avait avalé. Dans les ports, on murmurait que l'équipage n'avait pas disparu, mais qu'il avait été pris par la mer, aspiré par quelque chose que les hommes ne peuvent pas nommer. Les années passant, le mystère ne fit que s'épaissir. Plus personne ne savait ce qui relevait des faits ou des inventions, et c'est peut-être là que naquit la véritable légende, celle d'un navire sans capitaine, condamné à errer sur les mers, porteur d'une malédiction invisible. Puis, un jour, le Marie Céleste reprit la mer. Le navire avait été rendu à ses propriétaires, mais sa réputation le précédait déjà. Dans les ports, on le surnommait le vaisseau des disparus. Beaucoup de marins refusaient d'y embarquer, craignant qu'il ne porte malheur. Il resta plusieurs mois à quai, avant qu'un nouveau capitaine n'accepte de le reprendre. Ce fut le capitaine Edwin G. Parker, qui, le premier, osa lui rendre vie. En 1873, il tenta de relancer son activité commerciale,
Mais les vents lui furent contraires dès le départ. Tempête, retard, incidents mécaniques, à chaque traversée, un problème surgissait. Une voile déchirée, un marin malade, une panne de gouvernail. Rien de dramatique, mais toujours suffisant pour retarder ou compromettre la route. Dans les ports d'escale, on disait que le Marie Céleste était devenu maudit, qu'il refusait d'obéir à ses nouveaux capitaines. Au fil des années, il changea de main à plusieurs reprises. Son bois s'abîmait, son allure n'avait plus rien de majestueux. En 1879, il fut racheté par le capitaine Gilman C. Parker. L'homme, en difficulté financière, voyait dans le vieux bateau un moyen rapide de se refaire. Mais le navire semblait voué à attirer la malchance. Lors d'un trajet vers les Caraïbes, la cargaison fut endommagée et les profits anéantis. Alors, en 1885, Parker, acculé par les dettes, tenta une ultime manœuvre. Il chargea le Marie Céleste d'une cargaison sans valeur, puis le fit s'échouer volontairement près de Haïti, dans l'espoir de toucher l'assurance. Mais la supercherie fut découverte. Parker fut arrêté, jugé pour fraude et ruiné. Peu après le procès, il tomba malade et mourut dans la misère. Le Marie Céleste, lui, finit brisé contre les récits haïtiens. Son épave, à moitié submergée, resta des semaines à dériver avant de disparaître définitivement, emporté par la mer. Ce fut la fin du navire, mais pas celle de son histoire. Plus d'un siècle et demi a passé depuis la disparition du Marie Céleste, et pourtant, son nom continue de hanter les mers, comme une énigme jamais résolue. Les historiens ont tout relu, les rapports d'époque, les journaux de bord, les témoignages, les lettres des proches du capitaine Briggs. Rien n'explique vraiment pourquoi 10 personnes ont quitté un navire en parfait état, en pleine mer, sans jamais reparaître. Des chercheurs modernes ont tenté d'apporter de nouvelles réponses. Certains ont tenté des simulations de fuite d'alcool dans des maquettes reproduisant les conditions du Marie Céleste. Les vapeurs peuvent, en effet, provoquer une explosion sans flamme visible, une onde de chaleur et de bruit suffisante pour semer la panique. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi personne n'est revenu à bord. Des océanographes ont aussi étudié les courants. La chaloupe, si elle s'était détachée au large des Açores, aurait pu dériver vers les Canaries ou sombrer en quelques heures. Aucune trace n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui, les restes du Marie Céleste dorment toujours quelque part sous les eaux profondes. Mais son nom, lui, n'a jamais disparu. Et son histoire est devenue une légende. Pendant des années,
chaque fois qu'un bateau se perdait entre les Açores et Gibraltar, on murmurait qu'il avait croisé, juste avant, le fantôme du Marie céleste, car il symbolise ce que la mer garde pour elle, ces histoires qu'on ne peut ni prouver ni effacer, ces destins avalés par le silence. Et parfois, par nuit calme, certains marins racontent encore avoir aperçu une silhouette grise dans la brume, dérivant sans bruit, les voiles gonflés d'un vent invisible. Un navire sans équipage, filant vers l'horizon, comme si le Marie céleste cherchait encore son équipage disparu. Si cette histoire vous a captivé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. C'est ce qui aide la chaîne à grandir et à faire connaître d'autres mystères oubliés. Et dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-il réellement arrivé à l'équipage du Marie céleste? À bientôt!